Bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être présents au 139. Le 139, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu un peu particulier, un lieu qui permet pour nous, chez Logéo, de penser la ville de demain avec ceux qui la font. Un lieu qui invite à penser de nouvelles manières de faire, de produire, d'échanger, de créer dans un monde où les anciens modèles trouvent leurs limites, où la question du sens est primordiale pour pouvoir se projeter. Ces questions, nous, on se les pose chez Logéocène pour imaginer l'habitat de demain à travers des expositions, des rendez-vous, des conférences, des études qu'on mène, des expérimentations, parce que penser, c'est une chose, mais faire, c'est autre chose. Et on est très attaché ici à mettre en œuvre concrètement les idées qui circulent ici au 139. Penser et faire autrement, c'est aussi le projet de Julie Pommier, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au 139, dans un secteur qui est complètement différent, puisqu'on va parler de l'édition. Julie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Julie, tu as monté Édifice Édition, une maison d'édition participative. Est-ce que, en introduction, tu peux nous dire en quoi c'est différent d'une maison d'édition classique ? Oui, bien sûr. Alors, Édifice, déjà, on est spécialisé en bande dessinée et roman graphique, c'est important de le dire. Et participatif dans le sens où on lance des campagnes de financement pour pouvoir financer les projets et donc ne pas surproduire, puisqu'on sait combien de précommandes on a. Et ce modèle-là, il nous permet de mieux redistribuer le prix du livre et de proposer une meilleure rémunération aux auteurs, puisqu'on a les fonds avant l'impression. On va revenir effectivement sur le détail de la manière dont fonctionne Édifice. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour commencer, pourquoi tu as créé Édifice ? Quelle est l'origine de ce projet qui est né, si je me souviens bien, en 2022 ? Oui, c'est ça. Enfin, l'entreprise a été créée en 2022. Par contre, j'ai commencé à travailler dessus en décembre 2020. Et c'était pendant mes études que j'ai fait dans le monde de l'édition de manière très étonnante. Et en fait, pendant ces études-là, j'ai commencé à découvrir un peu le monde de l'édition et à me rendre compte qu'il y avait pas mal de problématiques, donc comme j'en ai parlé juste avant, autour de la rémunération des auteurs et autour de la surproduction. Et en fait, il y a un moment où j'avais même plus vraiment envie de travailler dans ce secteur-là, puisque je n'étais pas du tout en accord avec les valeurs de ce domaine. Et surtout, à côté de ça, j'avais envie de faire découvrir davantage aux gens la manière dont on édite, le processus éditorial, puisque c'est quelque chose qu'on ne sait pas en fait. Quand on a un livre entre les mains, on ne sait pas du tout qui est passé dessus. Et en fait, il y a énormément d'acteurs dans la chaîne du livre. Voilà. Quand on a préparé l'entretien, tu m'as dit que tu as eu un rêve, une nuit. Est-ce que c'est vraiment né comme ça, Édifice ? Ouais, alors en fait, mais c'est vraiment trop débile. J'avais rêvé une fois d'une maison d'édition où les lecteurs avaient vraiment le pouvoir sur le livre. Et donc, qui décident du catalogue de la maison d'édition, qu'ils aient leur mot à dire sur le livre, sur l'histoire. Je pensais vraiment à un truc impossible. Et puis, petit à petit, cette idée, elle a continué à se développer et on est arrivé à un mix de tout ça dans la possibilité de le faire avec des auteurs. Les lecteurs, ils sont au centre du projet puisqu'ils sont vraiment associés en amont à l'édition des livres. De quelle manière, quelle est leur place dans ce fameux processus d'édition ? Quelle est la place que tu leur donnes ? Alors, ils sont considérés comme des contributeurs et des contributrices, tout d'abord parce qu'ils nous permettent de financer les projets, mais au-delà du financement, justement, ils sont acteurs des projets, dans le sens où si les auteurs le souhaitent, c'est pas du tout une obligation pour eux, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à leurs contributeurs et contributrices de décider de certaines choses dans la BD. Donc ça peut être la tenue d'un personnage, le prénom d'un autre, la décoration d'une pièce. On a aussi fait voter le design des marque-pages. Voilà, la limite, c'est vraiment l'imagination des auteurs. Et là, donc ça ne se limite pas, même s'il y a la première chose, c'est la contribution financière, c'est de préacheter, c'est bien ça, de préacheter le livre, et derrière d'être vraiment associé au processus de création, puisque le livre n'existe pas quand la campagne est lancée. Il n'est pas terminé, mais il est déjà quand même bien avancé. Donc ça, c'est la phase un peu amont. Il y a la question de la surproduction, tu l'as évoqué, dans un marché du livre en France, en tous les cas où il y a
une énorme production. J'ai lu qu'il y avait près de plus de 530 millions de livres imprimés en 2022, avec beaucoup de destruction des livres qui ne sont pas vendus. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En moyenne, sur le chiffre que tu as sorti, 20% des livres qui sont donc imprimés, ils finissent invendus, et ces invendus-là, ils sont détruits. Parce que ça coûte plus cher en fait aux maisons d'édition de donner les livres qui sont invendus plutôt que de les détruire. Puisqu'il y a toute cette histoire d'acheminement, etc. Le papier, il est recyclé, heureusement, mais bon, ça reste quand même de la pollution. Enfin, le fait de produire puis ensuite de recycler, il y a quand même tout, aussi l'acheminement vers les librairies, puis les retours vers le centre de recyclage. Donc ton projet, c'est une manière de se dire, d'éditer, d'imprimer le nombre, de jauger le plus précisément en fonction du besoin pour imprimer le juste nombre et d'avoir zéro perte, c'est bien ça ? C'est ça, en fait, quand on publie un livre dans des maisons d'édition classiques, on fait un pari sur chaque publication. On ne sait pas s'il y aura vraiment un lectorat derrière, même si on a évidemment une vue sur le marché actuel, etc. Mais on peut jamais vraiment prévoir ce qui va se passer avec ce livre-là. Et là, en l'occurrence avec Édifice, le fait de lancer des campagnes de financement, ça nous permet de voir s'il y a un lectorat derrière chaque projet. Et quand on arrive à notre minimum de précommande, là, on en imprime un peu plus pour pouvoir les vendre en librairie et en salon du livre. Et si jamais il y a des retours, de toute façon, puisqu'on compte les 20%, ils sont vendus directement sur le site. Après, il n'y a aucune destruction de livres. Donc on peut, en ce sens, c'est vraiment une maison d'édition aussi vertueuse pour justement... On essaye. Très bien. Et le troisième point que j'ai noté, c'est la question de la rémunération des auteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors en France, toujours c'est une moyenne, mais on est entre 8 et 10% du prix du livre en droit d'auteur. Donc pour un livre, je donne toujours cet exemple-là, mais pour un livre qu'on achète 20 €, l'auteur, lui, il en touche même pas 2. C'est vraiment une réalité. Et en plus de ça, quand il y a plusieurs auteurs sur le projet, ce pourcentage, il est donc divisé par le nombre d'auteurs. Chez Édifice, on est à 16% du prix du livre donc en droit d'auteur, le double. Même si c'est toujours pas le must du must, moi j'aimerais pouvoir proposer 20%, mais c'est déjà une bonne avancée. Et on peut proposer ces 16%-là parce qu'on fait de la précommande. En fait, il y a toute la partie des livres qui sont en précommande qui ne seront pas vendus en librairie. Donc, il n'y a pas de commission libraire sur cette partie-là, ce qui nous permet de redistribuer un petit peu le prix du livre. Et surtout, en sachant déjà combien de livres on a et combien ne seront pas détruits, on n'a pas ce risque de perte à calculer. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir proposer les 16%. Alors pour proposer 16% aux auteurs et que ça fonctionne, j'imagine qu'il y a un modèle, un seuil de production qui est nécessaire. Est-ce que il se situe à peu près à combien ? Quel est le minimum d'impression nécessaire pour que le modèle s'équilibre ? Ça dépend des projets, mais en général, en fait, sur les campagnes d'Édifice, on a plusieurs paliers. Quand on arrive à 60% de l'objectif, donc 150 précommandes, là, on est sûr de pouvoir imprimer au moins un nombre de précommandes sans perte pour la maison. Si on est en dessous, malheureusement, ça ne devient pas du tout rentable. Le coût de l'impression est énorme. Donc, on abandonne. Pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu, heureusement. Et quand on dépasse les 100%, là, on a donc le minimum où on peut se dire qu'on peut imprimer pour pouvoir être vendu en librairie et donc en imprimer 500. 500, ouais. C'est le minimum dont tu as besoin pour que ce soit rentable. C'est 250 et ensuite on imprime plus pour pouvoir les vendre après. Très bien. Donc tu as des contributeurs, contributrices qui préachètent les livres, mais déjà la première chose c'est comment aller les chercher, les trouver, les intéresser à ce que tu fais et comment derrière aussi tu commercialises les livres que tu as encore en stock et qu'il faut vendre. Est-ce que c'est directement ? Est-ce que c'est en boutique ? Est-ce que c'est via des plateformes de type KissKissBankBank ou équivalent ? Alors pour la partie en premier, oui, c'était pour pouvoir financer les projets. Ça se passe essentiellement sur les réseaux sociaux.
c'est là où ma cible est la plus active et la plus à même de pouvoir précommander et soutenir le projet et les projets du coup. Et ensuite, pour les 250 autres, on est vendu un petit peu en librairie, mais c'est des partenariats qui se font au fur et à mesure et c'est un travail assez long. Et puis, c'est vendu également sur le site après la campagne. Et on participe aussi à pas mal de salons du livre pour pouvoir là faire des ventes en direct. Et c'est là où ça fonctionne le plus. Vous êtes combien chez Edifice pour faire tout ça? Je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule, mais je suis bien entourée en vrai. Il y a qui autour de toi? Comment c'est structuré? Comment c'est structuré? En vrai, pour le coup, je suis vraiment toute seule de manière officielle. Après, je suis pas mal accompagnée. Il y a des structures d'accompagnement comme le labo de la mission locale au Havre qui m'accompagne depuis le tout début, donc depuis 2020, qui m'a aidée à créer, mais qui m'aide aussi à développer. J'ai été aussi chez Pépite Normandie. C'est la structure qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Donc maintenant, j'ai plus le droit puisque je suis plus étudiante, mais j'ai été accompagnée par eux pendant un bon moment. Et puis sinon, tout mon entourage. Tu rémunères les auteurs à 16%, plus que la moyenne. Est-ce que toi, tu te rémunères? Alors, non. La société engrange un petit peu de trésorerie, mais pour le moment, c'est encore trop tôt. Ça fait 1 an et quelques mois que j'ai créé l'entreprise. Et trouver des fondateurs qui arrivent à se payer avant 3 ans, c'est quand même assez rare. Et pour l'instant, non, c'est pas possible, mais j'aimerais que ça se fasse un jour, évidemment. Alors peut-être qu'on va rentrer un peu dans le détail parce que là on parle du modèle, du projet entrepreneurial, de comment ça fonctionne, mais on n'a pas parlé des livres que tu as, le plus important quand même, que tu as édité depuis 2022. Il y en a combien qui sont réellement sortis, qui ont été imprimés et qui sont commercialisés? Alors il y a 4 BD. Et il y a eu un roman qui a été en collaboration avec une maison d'édition associative à Caen. Pour le coup, moi, je ne me suis pas occupée de l'édition de ce roman-là, puisque je suis vraiment spécialisée en BD roman graphique. Mais c'est quand même important de le dire, qu'on a fait 5 campagnes, qui ont toutes été financées au minimum, donc des 60%. Il n'y en a qu'une d'ailleurs qui a été que à 60%. Toutes les autres, elles ont été financées. Et si je vous le fais rapidement dans l'ordre, on a eu ce roman graphique-là qui s'appelle « Seules les algues savent », qui était le tout premier, qui est donc illustré par Marianne Lebert et écrit par Léo Badiali. J'ai un attachement particulier à celui-là puisque c'est le premier. C'est un roman graphique hyper coloré et onirique. Je les mettrai après en expo pour que vous puissiez les voir. Après, on a Pulp Fiction, c'est une BD policière 100% havraise qui se passe au Havre en 1913, qui malheureusement n'est plus disponible puisque Succès. Exactement, c'est l'hôtel de ville en 1913, ouais. Avant donc la destruction de la ville. C'est une super chouette BD. Jérôme, c'est un illustrateur qui a déjà édité 2 BD avant celle-ci. On n'a pas malheureusement réussi à atteindre les 100%, mais on a réussi à au moins publier cette BD et tous les contributeurs et contributrices ont eu leur BD. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, le troisième, c'est Je ne suis pas folle. C'est un roman graphique qui parle de santé mentale et c'est un témoignage en fait sur une femme qui a dû se faire hospitaliser en clinique psychiatrique. Ça paraît hyper lourd comme ça, mais en fait, elle est bourrée d'humour et c'est très léger. Ça démonte les préjugés, c'est trop chouette. Je suis pas très objective, mais... Et la dernière, c'est une BD un peu plus jeunesse. Ça parle de harcèlement scolaire. Ça s'appelle Le Gobestime. C'est un petit garçon qui se fait harceler donc à l'école, qui en fait des cauchemars, qui rêve d'un gros monstre qui s'appelle le Gobestime et qui l'avale toutes les nuits. Voilà. Donc ça, c'est les 4 BD qui ont été édités. Je crois qu'il y a un projet en cours actuellement. Oui. Qui est aussi, même si Edifice est une maison basée au Havre, elle a vocation à vraiment rayonner sur tout le territoire national. Oui. Mais là, tu as été sollicité par un projet très havrais.
Oui, puis je pense que de toute manière, j'ai un attrait un peu particulier pour la ville. Oui, en ce moment, il y a une campagne en cours qui est en collaboration avec le Théâtre du Normandie. Le directeur du Normandie, Jessie Spaidja, a coécrit un scénario de bande dessinée et on a donc fait appel à des illustrateurs d'un peu partout, beaucoup du Havre, pour illustrer cette BD qui s'appelle Retour aux Normandies, qui est un espèce de retour vers le futur, mais donc aux Normandies, où on découvre le Normandie à travers plein d'époques différentes. Il faut savoir que le Normandie, il a été sous l'occupation, il a été réquisitionné par les nazis. Donc on voit par exemple ce moment-là. C'est hyper intéressant, on en apprend plein. Et puis en plus, c'est une histoire très chouette, pleine d'aventures. Et voilà. Et donc ça, aujourd'hui, on peut la précommander Oui. sur le site d'Édifice. Oui, sur le site d'Édifice, ça renvoie vers le Théâtre du Normandie, puisque cette campagne, elle est un peu particulière. C'est une campagne qui sera forcément éditée. La BD sort fin février, début mars, mais vous pouvez la précommander. Il y a des packs aussi un peu spécifiques avec plein d'illustrations, d'illustrateurs et illustratrices havraises et havrais pour la plupart. Avec des styles bien différents et c'est des illustrations qui sont uniquement dans ces packs-là. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà dans les tuyaux ? Oui, justement, il y en a un qui... Donc là, c'est vraiment 100% Édifice. Ça sort en campagne fin février. C'est un roman graphique qui s'appelle « Regarde d'ici et d'ailleurs », qui est un recueil de témoignages. C'est des portraits sur des personnes qui sont soit immigrées, soit issues de l'immigration. Donc, qui racontent un peu leur adaptation en France. Et c'est pareil, c'est hyper intéressant. On en apprend énormément sur la vie de ces personnes-là. Et au printemps, tu m'avais parlé aussi d'un autre projet ? Oui. Bon, ça, c'est un peu exclu, j'en ai pas trop parlé. C'est un projet avec un artiste havrais, donc encore l'attachement au Havre, qui, peut-être que vous le connaissez, s'appelle Arthur Gosse, qui a réalisé la Lune au Square Saint-Roch dans le cadre d'un été au Havre. Cette lune va être pérennisée, elle va revenir au Square Saint-Roch. Et Arthur, lui, a développé un projet de roman graphique autour de cette lune, justement. Et donc, ce projet sera édité, complètement financé, par Édifice. Comment tu choisis les auteurs ? C'est toi qui les identifies ? C'est eux qui viennent à toi ? C'est un peu un mix des deux. Au début, c'était beaucoup moi qui allais vers les gens puisque personne ne me connaissait. J'avais même pas créé l'entreprise. Quand j'ai rencontré Léo et Marianne, donc du roman graphique Seules les algues savent, je les ai trouvés sur les réseaux sociaux, on s'est rencontrés et puis voilà, ça a matché. Et après, maintenant, je reçois beaucoup de projets, mais j'avoue que j'aime bien continuer à fouiner et faire mes petites recherches pour trouver des projets qui ne demandent qu'à être édités. Peut-être que je vais laisser un peu là les questions pour qu'on puisse avoir du temps avec les questions du public. Juste avant de terminer, quels sont toi tes objectifs pour 2024 ? Alors, les objectifs, déjà, c'est de pouvoir lancer 6 campagnes. L'année dernière, on en a lancé 5, dont une en collaboration. Donc 6 campagnes cette année. Évidemment, ce qui serait super, c'est que toutes soient financées et publiées. Et après, j'aimerais pouvoir continuer à parler, à communiquer autour des problématiques de l'édition, à montrer que c'est possible de faire autrement. Surtout, de pouvoir en parler à des gens qui travaillent dans le secteur du livre et qui aimeraient que ça change un petit peu. C'est possible de faire autrement. Édifice fonctionne pour le moment comme ça. Et je pense que c'est un modèle qui est voué à se développer. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a déjà des maisons d'édition qui existent dans ce modèle-là. Pas beaucoup en bande dessinée, mais il y a de l'offre et il y a de la demande. Donc, voilà. Très bien. Je sais aussi de sources sûres que tu postules à un dispositif qui s'appelle La Résidence, qui est porté par le 139, qui permet, et je fais une petite parenthèse, d'accueillir des porteurs de projets du territoire en leur mettant à disposition des bureaux équipés, du matériel, un accompagnement spécifique et une mise en réseau.
tu es au labo, tu étais à Pépite. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à postuler à ce type de projet ? Je pense que ce qui est différent avec le labo et Pépite, même si au labo il y a un petit espace de coworking, c'est pas du tout la même chose. Là, je pense qu'avec la résidence, le fait d'avoir un bureau, ça pourrait vraiment step up l'entreprise. Ça me permettrait d'avoir un environnement professionnel que j'ai pas en étant vraiment chez moi et à travailler sur l'ordi. Je pense que avoir des bureaux, ça pourrait beaucoup m'aider. Et puis la mise en réseau, toujours, ça veut dire renouveler aussi son réseau. Et ça, je pense que c'est hyper important de ne pas rester toujours avec notre réseau à nous. C'était pas un entretien, mais c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public à poser à Julie? Une première ici. Alors, si c'est possible de faire dans le micro, s'il vous plaît. Bon, on va essayer. Donc, les Havrais savent ce que c'est contribuer avant édition, impression, tout le système. Et ils l'ont souvent fait avec Madame Lucienne Dombre, au Havre, la plus ancienne, voilà, que tout le monde, j'entends que le nom, Lulu, une copine. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est place de l'Hôtel de Ville, côté sud du Carré. C'était. merci. Est-ce que, en tant que maison d'édition vertueuse, tu arrives aussi à l'être du côté vraiment de l'impression, c'est-à-dire au niveau du papier, des encres, etc., où malheureusement, financièrement, c'est compliqué et tu es obligé de faire dans le classique et c'est bien quand même, ça a le mérite d'exister, mais voilà. C'est vraiment une super question. Je me la suis beaucoup posée au moment de trouver justement mon imprimeur. J'ai eu un peu le dilemme de soit choisir du papier donc, qui vient essentiellement de France et de l'encre. Alors l'encre, c'est le plus difficile. Les pigments viennent pour la plupart d'Inde. C'est vraiment quasiment impossible de trouver des encres qui viennent d'ailleurs. Mais par contre, j'ai réussi à trouver un imprimeur qui se situe en Normandie, qui travaille avec donc, du papier français. Donc pour les encres, malheureusement, pour l'instant, c'est encore un peu difficile. Par contre, on travaille en Normandie. C'est un peu comme un circuit court, en tout cas pour cette partie de la production. Et j'en suis très fière d'ailleurs d'avoir réussi à trouver un imprimeur. Alors certes, c'est un petit peu plus cher, voire beaucoup, mais la qualité d'accompagnement et la qualité de production, elle est là. Enfin, c'est du made in France et c'est superbe. Donc sur ce point-là, on est vertueux dans le sens où c'est fait pas très loin d'ici. Même quand on achemine les livres vers la maison d'édition, il n'y a pas beaucoup de transport. Et voilà. C'est chez Corlay, donc c'est à Condé en Normandie. C'est à 2h30 d'ici, à peu près. Oui, c'est Condé, ouais, c'est ça. C'est juste à côté, Condé-sur-Noireau. Comment? Oui, c'est ça, oui. Soyons précis. Oui, bonjour. Deux Bonjour. questions, suivant si vous répondez à la première. Est-ce que vous comptez élargir, par rapport au fait que c'est la BD et des lectures jeunesse, est-ce que vous comptez élargir à un autre lectorat complètement différent? Ça peut être effectivement de la lecture adulte en étant que de l'écriture, ou carrément même un peu plus scientifique pour effectivement, je pense à des chercheurs qui ont besoin d'éditer des livres, mais pas forcément dans des quantités énormes, ou qui ont déjà édité des livres dans des quantités, mais qui aujourd'hui sont en rupture de stock, mais ne peuvent pas relancer. Ils ont été dans une maison et ils ne peuvent pas relancer puisque ça serait trop important. Est-ce que c'est possible, dans ce cas, de redémarrer sur votre maison d'édition? Alors, Edifice, elle est vraiment spécialisée en bande dessinée roman graphique, tout simplement parce que moi, je suis spécialisée là-dedans, dans l'édition. Pas que jeunesse. Hein.
Aujourd'hui, c'est pas que jeunesse. Non, d'ailleurs, c'est normalement pas du tout jeunesse. Il y en a que un projet jeunesse. Les autres, c'est vraiment adulte. Et c'est plutôt du roman graphique normalement. Et en fait, sur la ligne éditoriale d'Édifice, ce qui est important pour pas mal de personnes et pas mal de lecteurs, c'est de pouvoir identifier ce que la maison d'édition fait. Et je trouve que c'est un peu compliqué d'élargir à d'autres collections, d'autres types de productions éditoriales, dans le sens où déjà, moi, je ne suis pas spécialisée dedans. Et en plus de ça, j'aurais peut-être peur de perdre mon lectorat qui a l'habitude de lire des romans graphiques et des bandes dessinées d'Édifice. Après, en tout cas, à court terme, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais je ne sais pas comment va évoluer la maison. Si à long terme, on peut ouvrir une collection que romans ou que manga ou autre chose, évidemment, ce serait super. D'autres questions ici et là-bas aussi. Tout d'abord, bravo pour ce que vous faites. Merci. Vraiment, c'est novateur et ça fait plaisir à entendre et à voir. Merci. Moi, j'aurais une question. Donc, ce serait le délai entre la fin des précommandes, des fameux 60% de la cible, et au moment après où vous lancez la commande. Quel est le délai à peu près quand on commande, et le délai pour réceptionner le roman? Alors, plus ou moins 3 mois. En vrai, c'est super dur parce qu'il n'y en a pas un qui a eu les mêmes délais. Pour la première, ça a été excessivement long. Déjà, on a fait une campagne qui a duré quasiment 8 mois, donc c'était beaucoup, beaucoup trop long. Et puis ensuite, ça s'est terminé en juin. On avait fait un événement ici d'ailleurs. Et le livre est arrivé en octobre. Donc c'était vraiment très long. Par contre, pour Pulp Fiction, ça s'est terminé en août. C'est arrivé en fin octobre. Et pour les 2 derniers, c'était beaucoup plus rapide. Ça s'est terminé, je sais plus, en novembre, je crois, et c'est arrivé en décembre. Donc c'est vraiment très variable. D'accord. Et ça dépend aussi de la saisonnalité, de la période, puisque pour les 2 derniers, on avait promis une réception avant Noël. Donc voilà, il fallait se dépêcher quand même. D'accord. C'est quelques mois. Oui, c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Merci. Bonjour, moi je trouve que le projet est vraiment super. Je trouve ça, j'ai été sensibilisé un tout petit peu, mais c'est vrai que d'entendre la personne qui l'a fait en parler, c'est tout de suite plus sympa. Je sens de l'attachement très vrai en tout cas au projet, mais moi la question que je me pose, c'est quel lien en fait, est-ce que la ville aujourd'hui ou l'agglomération soutient le projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'eux aussi ont envie de s'investir pour qu'il y ait une vraie démarche locale à travers ça? Je pense que j'ai pas forcément essayé d'aller chercher trop de l'aide au niveau de la ville. C'est certainement une erreur de ma part. Par contre, la région m'a soutenue et me soutient toujours. Et pour ce qui est de la ville, je pense que ça peut se faire dans le futur. Peut-être aussi que pour la ville, c'est encore un peu trop récent. Je sais pas trop si... pour eux, peut-être qu'ils se disent que c'est pas encore, on n'est pas encore assez assis dans le paysage éditorial du Havre et plus largement de la région. Par contre, au niveau de la région, il y a l'agence littéraire de Normandie, donc Livre et Lecture, Normandie Livre et Lecture, qui me soutient et qui m'accompagne. Merci. Là-bas. Oui, bonjour. En plus, ça va rebondir sur vos réponses juste au moment. Avez-vous la possibilité de faire acheter ou commander des exemplaires issus de votre catalogue par des bibliothèques municipales? Oui, totalement. C'est carrément possible. Venez. Ouais. Voilà. Faire circuler les œuvres. Oui, complètement. Mais en plus, c'est un des objectifs aussi de cette année, c'est de pouvoir être visible beaucoup plus largement en librairie, mais aussi évidemment en médiathèque et en bibliothèque. Ce qui rejoint peut-être aussi la difficulté pour toi de tout faire, oui. Puisque on sent de l'amont jusqu'à la commercialisation, la diffusion. En tous les cas, c'est beaucoup de métiers différents pour une seule personne. Oui, c'est pas possible de tout faire de toute façon. Et c'est vrai que du coup, ça pêche un peu sur le côté commercial et notamment le développement en librairie et ailleurs. D'autres questions?
avant de poursuivre les échanges en mangeant un petit morceau. Là, ici et ici. Je voulais savoir comment ça se passe si on veut, par exemple, si on a une idée ou si on a, par exemple, on est arrivé au bout de notre projet, on vient vous voir directement si on veut essayer de se faire éditer par Edifice ou non. Enfin, voilà. Si on est au Havre, tant qu'à faire, évidemment, on se rencontre. Sinon, souvent, ça se passe par mail. Je reçois des projets sous forme de dossier, en fait, avec une note d'intention, comment le projet est né, tout ou partie du scénario, quelques planches, des réalisations un peu graphiques pour que je vois quand même l'univers, et puis une petite bio de l'auteur ou de l'autrice. Ok, merci. Bonjour, alors d'abord félicitations pour tout ça parce que c'est un projet auquel je suis très sensible et que je connais déjà, donc je suis très contente du succès. Donc du coup moi ma question va plus porter sur le très long terme, pour savoir en fait si tu as un choix très défini de par exemple rester dans l'édition francophone ou peut-être plus tard s'ouvrir à l'édition un peu plus internationale, par exemple amener des projets venant d'autres pays, les traduire, les publier et du coup ouvrir un peu plus le catalogue vers l'extérieur. C'est une idée qui m'a été proposée plusieurs fois et j'y suis carrément ouverte. Je trouve que c'est une super bonne idée. J'en ai discuté aussi avec des éditeurs qui le font, qui font beaucoup de coédition ou de traduction. C'est très intéressant, mais j'avoue que pour l'instant, je me suis pas encore lancée dans ce projet-là. Mais je pense que oui, ça se fera, c'est certain. Et même à l'inverse, traduire dans d'autres pays les œuvres d'Edifice. Oui, bonjour. Une question à propos des rééditions. Est-ce que vous envisagez des rééditions, puisque vous parliez du livre sur l'hôtel de ville du Havre qui est épuisé? Est-ce que comment ça peut se passer au niveau des rééditions? Alors, ouais. Alors, si les projets sont pas financés à 100% comme les Pulp Fiction, malheureusement, on ne réimprime pas. L'auteur, donc Jérôme, il a récupéré ses droits au moment où on n'a plus eu de stock, donc directement au mois de décembre. Il a récupéré ses droits et lui, par contre, il peut envisager une réimpression, une réédition. Et en ce qui concerne les autres livres donc, qui ont été financés, là, en fait, quand on n'a plus de stock, donc sur les 500 qu'on imprime, on relance des campagnes, mais qui, cette fois-ci, sont des campagnes de précommande qui durent 2 mois maximum. À la fin des 2 mois, on imprime ce qui a été précommandé de nouveau. Et pareil, il y a un tout petit stock en fonction de nos précommandes. Donc, c'est en fait la première campagne, elle nous sert comme un tremplin, à savoir donc s'il y a un lectorat, et puis pouvoir relancer ensuite d'autres campagnes. Donc Pulp Fiction devient très rare, c'est ça? Ouais, je suis désolée. Il est peut-être pas encore assez connu. Alors est-ce que, je sais pas, pour les 600 ans du Havre, ça peut être... Je crois qu'on va devoir vraiment réfléchir à cette idée parce que tout le monde nous réclame Pulp Fiction. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que l'auteur est... attention, moi je connais pas mais est-ce que l'auteur est lié avec la maison d'édition pour dire tiens, je vais rééditer chez un autre éditeur? Non, il n'est pas lié. Une fois qu'il a récupéré ses droits, il fait ce qu'il veut. Tant qu'ensuite il n'y a plus. Flammarion, oui, il peut aller. Où il veut. Oui, il peut. Et puis en plus, ce qui est quand même. C'est pas perdu. On a un projet qui est finalisé. Il peut aller le présenter tel quel aux maisons d'édition. Ce qui fait que pour les maisons d'édition, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce livre-là. C'est marqué dans certains livres, édité la première fois. Oui, c'est ça, ouais. C'est écrit dans les premières ou dernières pages. Oui. Donc je vous invite aujourd'hui à profiter de la présence de Pulp Fiction pour le parcourir, mais avant d'aller déjeuner, avec les pas de gras sur les doigts, quand même. Ah oui, parce qu'ils sont collecteurs du coup. Et est-ce qu'il y a une dernière question ? Je propose qu'on poursuive l'échange à côté. Merci beaucoup, Julie. C'était très intéressant. Merci à vous tous. N'hésitez pas à consulter les livres qui sont présents. N'hésitez pas aussi à devenir contributeur, contributrice sur les projets qui sont soit en cours, soit à venir. Là, en février, ça va continuer.
Et à tout de suite, juste à côté. Merci beaucoup.